Selon l'OMS, plus de 800 000 personnes se suicident chaque année, soit un mort chaque 40 secondes. Et la Côte d'Ivoire enregistre l'un des taux de suicide les plus élevés au monde. Et malgré cet état de fait très alarmant, c'est un sujet qui reste toujours tabou parce qu'on se dit que c'est un truc de blancs et de riches. Alors aujourd'hui, dans Les Femmes d'ici, on va parler du suicide. Quelles sont les causes et comment prévenir? Asseyez-vous très bien, ça commence tout de suite. Bienvenue dans ce tout nouveau numéro des Femmes d'ici. En plaisir de débuter la semaine avec vous en compagnie de mes chéris cocos. Hello. Vous allez bien? Ça va et toi? Ça va. Tu as un cheveu de feu aujourd'hui là. Grave. Ça dit que non, en fait, c'est... Tu es dans les couleurs des femmes d'ici. Exactement, je suis dans les couleurs des femmes d'ici, mais surtout, en fait, c'est l'énergie. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'énergie en moi que ça sort dans mes cheveux. Le week-end a été tout feu, tout flamme. T'assures. J'arrive pas à venir gâter les trucs des gens ici. Le week-end. Alors, les filles, aujourd'hui, on parle d'un sujet qui n'est pas du tout drôle. Un sujet sensible. Un sujet très sensible, comme dirait Aurélie. Comme je le dis souvent. C'est le suicide. Mais en fait, quand moi, j'ai fait les recherches pour cette émission, je me suis rendu compte que il y a plein de choses que je ne sais pas. Hein. Ouais. Je ne peux pas imaginer qu'en Afrique et en Côte d'Ivoire, on a autant de suicides. La Côte d'Ivoire, dans la sous-région, est l'un des premiers pays avec le taux de suicide le plus élevé. Ouais. À votre avis, qu'est-ce qui peut pousser les gens à des décisions aussi extrêmes? Je pense qu'il y a plusieurs choses qui peuvent emmener une personne à se suicider. Le fait de ne pas être intégré, de manquer d'amour, de ne pas se sentir... de se dire on ne m'écoute pas, ne pas être écouté, ne pas être pris en compte suffisamment pour certaines personnes. Et je pense que c'est aussi une question de personnalité. Ouais. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus fragiles que d'autres, qu'on atteint plus facilement. Et quand on se fait harceler aussi, ça peut être une cause, surtout pour les jeunes. À l'école, on sait qu'il y a le harcèlement scolaire et des personnes qui te disent carrément « tue-toi, va te tuer ». Enfin, ça arrive beaucoup. Ou dans une famille où on se sent mal aimé, on ne se sent pas accepté, ça peut aussi également conduire. Ouais. Et puis, il y a l'amour. Hein. C'est vrai, c'est ce qu'on voit souvent. Hein. Les gourmets. Non, mais je pense que tu as tout dit. Hein. Effectivement, c'est un mal-être personnel, un mal-être profond qui malheureusement pousse des personnes à se donner la mort. C'est une pathologie, je pense que c'est une pathologie. Ouais, ce n'est malheureusement pas malheureusement pas la solution. Et c'est bien aujourd'hui qu'on en parle pour essayer de comprendre pourquoi ces personnes-là en arrivent là et surtout les aider à éviter. À ne pas franchir ce pas-là. Je suis totalement d'accord avec vous, je partage votre avis, c'est ça, c'est un mal-être. Mais je ne sais pas, est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet de semblant, genre vouloir attirer l'attention sur soi. Vouloir attirer l'attention en mourant, je pense que c'est pas la meilleure. Parce que le résultat est le même, de toute façon. Si c'est une tentative, on peut parler. Oui, parce que moi, la seule personne que j'ai connue qui a essayé de se suicider, c'est parce qu'il y a un gars qui l'avait laissée. Donc, elle est partie se couper les veines. Après, on l'a retrouvée à l'hôpital. Et quand je lui ai demandé, elle dit « Ouais, c'est le gars là. » J'ai dit « Lève-toi là-bas. » Après comme Didja le dit, ça dépend de la personnalité des gens. Il y a des gens qui sont plus forts à supporter les chocs émotionnels et il y en a qui ne le sont pas. Ils sont plus, ouais. C'est ça. Ah ben nous, comme tous les jours, on a posé la question à notre public. On vous a demandé qu'est-ce qui peut pousser, selon vous, des gens à se suicider. On écoute vos réponses. Bon, les raisons qui peuvent pousser quelqu'un à se donner la mort, il y en a plusieurs. Bon, supposons il y a des soucis qui peuvent pousser l'homme à se donner la mort. Des soucis, quand on dit des soucis, comme par exemple, là, il y a, comment on appelle, on a des problèmes d'argent pour ceux qui ne veulent pas travailler, qui veulent avoir facilement de l'argent, là. Voilà, s'ils n'ont pas. Et puis encore, ils ne veulent pas travailler. Ça, là, ça pousse l'homme à se donner vite la mort. Et puis il y a des soucis aussi. Quand, supposons dans la famille comme ça, quand tu es rejeté dans la famille, il n'y a personne autour de toi, tu te sens seul. Voilà, c'est aussi un souci qui peut te pousser à te donner la mort. Tu vois. Les raisons qui peuvent donner la mort à une personne, peut-être la perte d'une personne chère ou bien le manque de moyens. Et puis dans le jargon ivoirien, on peut parler aussi de gourmet. Tout ça peut donner la mort à quelqu'un.
les raisons qui poussent une personne à commettre la mort. Il y a aussi, comment dirais-je, il y a le gourmet. Lorsque tu es amoureux de quelqu'un, bon, dès que la personne ne t'aime pas, donc du coup, le gourmet, il y a le gourmet qui est là aussi. Maintenant, il y a un manque de moyens. Lorsque tu n'as pas d'argent, ça peut te pousser aussi. Voilà. Donc moi, c'est ces deux raisons que moi je vois. Alors, ouais, je pense qu'il y a une chose effectivement qu'on n'a pas mentionnée, que le gars a dit, c'est perdre un être cher. Pardon. Ça, par exemple, je sais que ça peut vraiment être très, très, très dévastateur pour certaines personnes. Certaines personnes fragiles, parce que quand tu n'as que cette personne-là bon, dans ta vie, si tu n'as que cette personne-là, mais... Et puis tout le monde a parlé de gourmet. Et d'argent. Et d'argent, voilà, c'est ça. Moi, je pense plus que perdre un être cher, oui, mais en même temps, ça n'emmène pas quelqu'un à se tuer. Moi, je pense que ce qui peut aussi amener quelqu'un à se tuer, c'est quand elle est vraiment acculée. Elle a plein de problèmes, elle n'arrive pas à s'en sortir, elle cherche des solutions en vain. Comme on dit, ça reste un problème d'argent. Hein. La personne ne s'en sort pas, elle se dit que la seule chose qui lui reste, c'est... Il y a ça, mais perdre un être cher, là, Aurélie, où je te dis, si tu es seule avec peut-être ton papa qui est décédé, ou bien tu as peut-être enfant unique, tu n'as pas les moyens, ça, là, ça traumatise. C'est l'accumulation de problèmes. Ça traumatise. C'est ça, c'est vraiment l'accumulation. D'accord, ok. Ben, on va en parler avec notre invitée du jour. Elle est psychologue et elle va nous donner plus de détails sur la question. Elle s'appelle Carole Daquin. Elle est psychologue. On la reçoit maintenant sur le plateau. Carole. Bonjour Carole. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va. D'accord. Et vous? Ça va très bien. D'accord. Alors, tu auras aujourd'hui la lourde tâche de parler de suicide. D'accord? Ah oui. Ah. Du fait qu'on n'en parle pas beaucoup, malgré le taux élevé. D'accord? Mais juste avant, on va regarder ce reportage sur le suicide et on revient tout juste après pour dérouler. D'accord. Il existe 3 structures de personnalité, dont le suicide qui se manifeste à travers des formes de dépression. Dans le cas des structures névrotiques, la dépression apparaît très souvent chez les hystériques. Dans la structure psychotique, cette dépression psychotique s'apparente à ce qu'on appelle la mélancolie. Dans la structure mélancolique, l'individu est fortement déprimé. De façon subite, il se donne la mort. Alors que quand on prend la structure état limite, on fait beaucoup référence aux individus qui ont la personnalité narcissique. Dans cette personnalité narcissique, l'individu est très allergique à la frustration. Quand il est frustré, eh bien, il attend que l'objet qui l'a frustré répare cette frustration. Parmi ces personnalités, les mélancoliques et les narcissiques ont une très grande propension au suicide. Afin d'éviter le dérapage de ces individus, professeur Kadjo préconise un soutien psychothérapie pour ces différentes personnalités. Dans les psychothérapies, on va identifier ce pourquoi l'individu a tenté de se suicider. Et généralement, on va impliquer ceux qui sont, ceux qui apparaissent dans le roman de sa vie. Je vais dire les parents, son petit ami, si c'est une jeune fille, bien, si c'est un garçon, sa petite amie. Bon, en tout cas, on va impliquer au mieux son entourage. On va établir de nouvelles relations au cours de cette psychothérapie-là, à travers plusieurs séances, bien sûr, pour que l'individu se sente entouré, ne se sente pas esselé, ne vive pas la solitude, le poids de ces difficultés sociales. Si le taux de suicide en Afrique est moins élevé qu'en Europe, cela est probablement dû à la structure de la famille, selon professeur Kadjo. En Occident, généralement, les gens n'ont pas beaucoup d'enfants. Ils ont un enfant. Alors que la famille, au sens psychologique, c'est l'existence de 2 groupes. Groupe parental, papa, maman, et groupe des enfants. Donc, voyez-vous que dans cette société occidentale, la famille même a pris un coup. Donc, l'individu n'a pas été bien formaté à des époques décisives dans son développement. Alors qu'ici, l'individu est bien formaté. Ça fait qu'il parvient à accéder à un niveau où le suicide, au lieu de devenir fatal, devient menace. Selon l'Organisation mondiale de la santé, ce sont plus de 800 000 personnes qui se suicident chaque année.
Et près de 20% des suicides dans le monde sont dus à l'intoxication par des pesticides, pour la plupart dans les zones agricoles ou rurales de pays à revenus faibles ou intermédiaires. Parmi les autres méthodes communément utilisées figurent la pendaison et les armes à feu. Alors, Carole, oui. La Côte d'Ivoire a, dans la sous-région en tout cas, l'un des pays à plus fort taux de suicide, n'est-ce pas? Pourquoi personne n'en parle? Alors, c'est culturel. Comme je le dis souvent, c'est culturel. Nous sommes dans une société africaine. D'accord. Et dans les sociétés africaines, il y a beaucoup de tabous. Il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas. Il y a souvent même dans les relations avec les parents, on dit non, tu n'as pas le droit de dire ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Donc il y a beaucoup d'interdits dans nos sociétés africaines. On n'a pas toujours cette facilité-là de s'exprimer, surtout quand on veut. Voilà. Donc je dirais, il y a beaucoup de... Il y a je ne sais pas comment le dire. Oui, le poids de la culture. Voilà. Et de la religion aussi, peut-être. aussi la religion. Oui, et de la religion, effectivement. Et de la religion, oui. Alors en fait, ce que je comprends pour les personnes qui arrivent jusqu'au suicide, je pense qu'il y a plusieurs étapes. On n'arrive pas directement au suicide, il y a peut-être de la dépression, la mélancolie, comme on l'a entendu dans le reportage, mais ce sont des problèmes aussi dont on ne parle pas assez. Donc une personne même qui est en train de souffrir de dépression ne sait pas ce qu'elle a et va arriver au suicide. Est-ce qu'il ne faut pas commencer par là, avant que ce ne soit trop tard? D'accord, effectivement, mais comme je l'ai dit plus tôt, il y a le contexte dans lequel on se situe. On ne parle pas beaucoup de maladies mentales sous nos cieux parce qu'on explique la maladie tout court. Pas même la maladie mentale, on explique la maladie par soit un sort qu'on nous a jeté, soit voilà, c'est une malédiction. Il y a des maladies qui sont, par exemple, un palu, c'est pas tabou. Donc on dit facilement, il y en a même qui disent « Ah, j'ai un petit palu », tout ça. Et on le dit sans problème. Mais il y a certaines maladies, c'est difficile d'en parler. Et c'est pareil aussi pour les maladies mentales. Donc, quelqu'un qui souffre de dépression ne sait même pas qu'il souffre de dépression. Les personnes autour peuvent voir certains signes, mais on est dans le jugement. Quand on parle de dépression, quand moi je viens, je dis, voilà, j'ai envie de rien, tout m'énerve, vraiment j'ai envie de peut-être mettre fin à mes jours, il y en a qui le disent, mais la réaction qu'on a, mais franchement, tu es un faible, tu n'as rien à faire. C'est pour ce petit truc-là que toi, tu vas arrêter de vivre. Mais nous, on a vécu des choses plus difficiles que ça. On n'est pas mort. On le dit sans s'en rendre compte. C'est vrai. Souvent, ce n'est pas méchant, mais on le dit comme ça. Alors que quand on a quelqu'un en face de nous qui est dans une dépression, il y a un mal-être profond. Donc, on ne pèse pas, en fait, l'impact de ce qu'on est en train de dire là, sur cette personne. Parce que, bon, on a banalisé la chose et après, on découvre que cette personne a mis fin à ses jours et c'est en ce moment-là qu'on se rend compte, ah, on aurait dû faire attention à tous ces signaux d'alarme que la personne nous donnait. Mais quand vous parlez des personnes qui sont atteintes, par exemple, de dépression, ça encore, je pense que ça peut se comprendre parce que c'est une maladie, c'est vraiment... Il se dégrade, sa santé se dégrade au fur et à mesure. Mais quand il a parlé des gens qui sont narcissiques, par exemple, c'est juste que la personne est narcissique, il n'a pas envie qu'on le frustre et quand on le frustre, il va se suicider. Lui, là, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, parce qu'il ne supporte pas. Mais comment on fait pour savoir une personne qui ne supporte pas la frustration, par exemple? C'est difficile, en fait. Non, c'est peut-être dans les rapports au quotidien. Oui. Dans les rapports au quotidien, il y a des personnes, par exemple, qui diront « tu ne me parles pas comme ça ». Voilà, et parce que il est là et les autres sont là. Donc, tu n'as pas le droit de me parler comme ça. Communément, ici, on dit, tu sais qui je suis. Voilà. Tu sais qui je suis et tout. Donc, si c'est un homme, par exemple, qui est socialement accompli, avec les femmes, il y a des choses qu'il ne va pas tolérer. Comme on le disait, on parlait du goumet. Mais moi, je suis un bel homme, j'ai de l'argent, je m'habille bien, j'ai tout ce qu'il faut là où il faut. Toi, une femme comme ça, tu vas oser me donner un goût. C'est pas possible, en fait. Ouais. Donc, il se met à un certain niveau. Du coup, quand il y a quelque chose qu'il ne maîtrise pas, il ne le supporte pas. Parce que ça ne devait pas lui arriver à lui, en fait. Donc, ça, mettre fin à ses jours. Ouais. On stigmatise souvent le rôle des psychologues.
On met tout souvent sur le dos de la religion. Oui, il faut prier, Dieu, ça va aller. Mais comment aider justement ces personnes ou comment faire changer les mentalités en Côte d'Ivoire pour permettre à ce que ces personnes qui sont dépressives puissent aller vers une aide, en fait? Parce que c'est un problème, on va dire, psychologique, en réalité. Comment on peut faire ça? Alors, je dirais qu'il faut beaucoup de sensibilisation de part et d'autre. Déjà, au niveau de nos communautés religieuses, le psychologue ne vient pas pour dire que la religion n'est pas bonne. Non, c'est pas ça. Mais le psychologue vient apporter une aide d'une autre façon. Je ne dirais pas que la religion n'a pas sa place. Après, il y a des gens qui croient en Dieu, il y en a qui ne croient pas, mais le psychologue, que tu crois en Dieu ou pas, ça, c'est pas vraiment son problème. Il parle avec tout le monde. Donc, ça peut aider, la religion, à un certain niveau, ça peut aider. Mais n'oublions pas aussi que quand on part sur le volet de la religion, il y a beaucoup d'interdits, il y a beaucoup de soumissions. Donc, quand moi je vais peut-être vers un prêtre, vers un pasteur, vers un imam, et que je dis quelque chose, souvent, on a tendance à ramener, non, Dieu a dit de ne pas faire ci, Dieu a dit de ne pas faire ça. Il peut arriver qu'on soit dans le jugement. Il peut arriver qu'on soit dans la sanction. Donc, on ne résout pas toujours le problème. Voilà. Alors que le psychologue, il n'est pas dans la sanction, il n'est pas dans le jugement. Ce que tu viens partager, que ce soit dur, que ce soit tragique ou que ce soit, je ne sais pas, difficile à entendre, le psychologue, il va chercher à comprendre et il va chercher à aider cette personne à passer à autre chose. Alors, j'aimerais qu'on revienne un peu sur l'état des lieux, en fait, du suicide en Côte d'Ivoire. D'accord. On a un taux qui est élevé et c'est en hausse. C'est-à-dire que ça continue d'augmenter. Mais pourquoi? Pendant que dans notre tête, on se dit que c'est un truc de blanc, ça n'arrive pas ici. Est-ce qu'on a d'autres problèmes peut-être qu'on ne gère pas, qui sont venus nous tomber sur la tête, qu'on ne maîtrise pas? Alors, la Côte d'Ivoire est en évolution et on s'identifie beaucoup aux Occidentaux. Voilà. C'est vrai qu'on se dit qu'on est africain, on est ivoirien, mais il y a beaucoup de choses qu'on fait par rapport à l'Europe et tout par rapport aux autres pays occidentaux. Donc, on a cette façon de vivre qui est en train cette façon occidentale qui est en train de petit à petit prendre place sous nos tropiques. Et même dans le cercle familial, on n'a pas... Avant que la famille, c'était pas la famille nucléaire. On se dit, la famille, il y a les cousins, il y a les tantes, voilà, c'est tout un tas de personnes. Mais aujourd'hui, on a tendance à dire, moi, si je suis avec mon mari, je suis avec mes enfants. C'est ça, on est individualiste. Voilà, ça me suffit. Donc, souvent, on n'a pas un cercle assez solide. Donc, je ne dis pas qu'il faut forcément avoir beaucoup d'amis ou une grande famille, mais est-ce que les relations qu'on a, on a de bonnes relations? Est-ce que ce sont des personnes sur qui on peut compter? Est-ce que nous-mêmes, en tant que personnes, nous sommes suffisamment autonomes? Parce que c'est ça aussi. Il y a des personnes qui, quand on a une amie, quand l'amie n'est pas là, on est désorienté. Il y a problème. Voilà, je ne dis pas qu'il faut être, voilà, c'est moi, mais il faut avoir une certaine autonomie, je dirais, de sorte que quand l'ami est là, c'est bien. Quand l'ami n'est pas là, je ne vais pas aussi me sentir aussi mal parce que mon ami n'est pas là. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas là qu'il ne m'aime pas, ce n'est pas parce qu'il n'est pas là qu'il n'existe plus, mais l'absence ne pose pas problème. Vous parliez tout à l'heure de famille. Il y a moins d'un mois, je pense, il y a une jeune fille de 14 ans qui s'est donné la mort par pendaison, qui s'est suicidée par pendaison parce qu'elle a eu un conflit avec ses parents. Donc, en fait, je pense aussi que l'éducation doit jouer un rôle. Parce que, comme on a parlé de tabou tout à l'heure, c'est tabou dans la société, mais c'est tabou aussi dans la famille. Je ne pense pas que de nous quatre, il y ait un parent qui ait déjà abordé le thème du suicide avec son enfant. Jamais. Alors que, Jamais. alors que c'est bien réel. Donc, il faut aussi que les parents s'y mettent et que ce ne soit plus finalement tabou parce que les enfants copient, en fait. Mais est-ce que aussi c'est pas dû à un manque de communication aussi envers les enfants, comme elle le dit? Est-ce que c'est pas un problème d'éducation? Est-ce que les parents communiquent assez? Parce que les enfants qui arrivent à se suicider comme ça, je pense que c'est surtout parce qu'ils se sentent seuls. Ils n'ont pas forcément, comme vous avez dit tout à l'heure, de repères. C'est un peu le mot, le repère. À
un peu, je dirais, il y a un peu un problème de communication parce que dans le cas que vous avez expliqué, la petite, peut-être s'est sentie, elle s'est dit, c'est moi la cause de la dispute de mes parents. Donc, si moi, je ne suis plus là, mes parents pourraient être heureux. Donc, en gros, c'est comme si elle voulait réparer quelque chose, ce qui n'est pas forcément vrai. Donc, elle n'est plus là, donc on va spéculer sur son cas, mais il y a beaucoup de raisons qui pourraient emmener cette petite au suicide. Et encore dire, on n'en parle pas parce que c'est pas un sujet qu'on peut aborder facilement avec un même ici, enfant. Voilà. Même parler de la mort tout court, même pas du suicide, parler de la mort tout court, ça fait peur à tout le monde. Donc, quand on parle de la mort et du suicide, forcément, c'est pas un sujet qu'on va aborder facilement. Et peut-être que certains parents aussi, ça pourrait donner des idées aussi aux enfants. Hein. Il faudrait qu'on voit aussi... Moi, je vois ça un peu comme la sexualité. C'est pas parce qu'on parle de sexualité qu'on va pousser son enfant à avoir des rapports sexuels. Donc, c'est pas parce qu'on parle de suicide. Et comme la mort fait peur, justement. Et si que on parle de c'est un voyage ça de peut freiner. non-retour. C'est ça. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord pour l'exemple que vous avez donné. Mais après, on a beau faire un enfant, on ne maîtrise pas tout de son enfant. Voilà, on va donner une éducation, on va donner ce qu'on estime bon à notre enfant, mais il y a d'autres facteurs extérieurs qui vont faire changer cet enfant-là. Donc, on peut en parler et puis ça peut être perçu autrement. Est-ce que vous pensez que des personnes peuvent faire des tentatives de suicide juste pour attirer l'attention? Oui. Surtout les femmes. Ah bon? Dites-nous. Surtout les femmes, parce que les femmes, elles sont assez hystériques, elles sont dans la démonstration, elles veulent attirer l'attention. Donc, il y a souvent du chantage qu'elles font quand, par exemple, on est en couple et que cet homme-là, il veut nous laisser. Voilà, on lui dit, si tu pars, moi, je me tue. Si tu me quittes, moi, je mets fin à mes jours et tout. Et il peut arriver que l'homme, par peur d'avoir cette mort sur sa conscience, il reste. Donc, quelque part, même si la femme, elle n'est pas très heureuse, mais à la limite, elle se dit, bon, au moins tu es là. Donc, voilà. Et pour revenir un peu au taux élevé de suicide en Côte d'Ivoire, est-ce que cela n'est pas aussi dû à la crise que la Côte d'Ivoire a traversée, parce qu'il y a eu quand même pas mal de choses qui ont été choquantes. Cela a bouleversé pas mal de personnes. Est-ce que, quelque part, ce taux-là n'est pas dû aussi à la guerre que la Côte d'Ivoire a vécue pendant 10 ans? Impossible, parce qu'effectivement, cette crise que la Côte d'Ivoire a traversée a fragilisé beaucoup de personnes. Peut-être pour des personnes qui étaient acteurs d'une façon ou d'une autre. Après, c'est des choses qui remontent et on peut avoir envie de se donner la mort. Pour des personnes peut-être qui ont vu des choses qu'il ne fallait pas voir, parler de suicide, je ne sais pas trop, parce que après, si c'est pas une situation qui est directement liée à notre personne, je dis ça va pas nous affecter tant que ça, voilà. Alors, on va continuer l'émission tout de suite. On marque juste une petite pause publicitaire et on se retrouve tout juste après. Bienvenue si vous nous rejoignez, vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, dans votre émission préférée, Les Femmes d'ici. Et je rappelle que Les Femmes d'ici, c'est tous les jours, du lundi au vendredi à 13h05 sur NCI, qui est le numéro 204 du bouquet Canal+, et numéro 4 de la TNT. Aujourd'hui, on parle du suicide et nous sommes avec Carole Daquin, qui est psychologue. Carole, avant de partir en pub, on a essayé de parler un peu de tout ce qui peut pousser une personne au suicide, mais est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs ? Comment est-ce qu'on peut savoir que cette personne-là est risque de se suicider Surtout que je rajoute qu'il y a des gens qui ont l'air très bien. Oui, c'est ça. Très bien, tout va bien. Ils te disent OK, à demain. Et puis on dit demain, ils sont morts. Ils sont suicidés. C'est vrai, comment on peut détecter? Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs? Alors, déjà, il n'y a pas de cause du suicide. Il n'y a pas de cause, Il n'y a pas de cause, mais effectivement, il y a des facteurs de risque. Comme professeur Kadjo le disait, il y a des structures de personnalité. Donc, des personnes qui sont mélancoliques, elles sont sujettes à la dépression. Donc, elles sont tout le temps dans un état de... Elles n'ont envie de rien faire. Elles n'ont pas de volonté. Elles n'ont pas de... Vraiment,
à la limite, c'est comme une personne qui marche, mais qui est morte, parce qu'il y a rien. Elles vont refuser de s'alimenter, elles vont refuser peut-être d'aller à l'école, envie de rien, voilà. Donc, on a des cas de dépression où ça pourrait conduire au suicide. Il y a également d'autres maladies comme la bipolarité qui pourrait conduire au suicide, la schizophrénie aussi qui pourrait conduire au suicide. Mais au-delà de toutes ces maladies, il y a des facteurs favorisants comme la perte d'un emploi. La perte d'un emploi. Voilà, la perte d'un être cher. Voilà, ce genre de choses pourrait conduire au suicide. Donc, c'est vrai qu'il y a des structures de personnalité qui prédisposent au suicide, mais comme elle le disait, il y a des personnes qui, en apparence, tout va bien, et puis il y a quelque chose qui se passe et la personne se donne la mort. Donc, ce qu'il faudra retenir, c'est que on peut être fort, mais quelque chose peut nous déstabiliser à n'importe quel moment. Voilà, on peut paraître fort, je dirais, voilà, et quelque chose peut nous déstabiliser à n'importe quel moment. Vous parlez du deuil tout à l'heure en disant perdre quelqu'un. Après, tout dépend de l'investissement qu'on met dans la relation avec cette personne. Il peut y avoir des situations où on a les moyens. Voilà, on peut être d'une famille aisée et puis on perd son père. Mais la représentation qu'on a du père, le père, c'est tout pour moi, c'est toute ma vie. Je ne saurais exister sans mon père. Il peut arriver que je mette fin à mes jours parce que sans mon père, je ne suis rien en fait. Quand on a des pensées suicidaires, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, c'est déjà en parler. D'accord. Voilà, c'est déjà en parler et aussi que l'entourage puisse aider. Voilà. Ne pas être dans le jugement en disant non, c'est pas normal, tu dois être fort et tout. Oui, on veut bien, mais si on ne peut pas, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Sinon, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui a envie de dire non, moi je suis faible. Non, je ne pense pas. Mais parfois, nos forces nous lâchent. Donc, il faudrait que l'entourage puisse soutenir déjà et aussi référer. Voilà, référer à un psychologue, à un psychiatre ou à un médecin même qui pourra après référer cette personne-là à la personne indiquée pour une prise en charge. Voilà. Mais l'accès aux psychologues n'est pas donné ici en Côte d'Ivoire. C'est pas couvert par les assurances maladie. Ah bon, c'est pas couvert? Non. Non. C'est vraiment un truc de riche alors. On a des séances d'1 heure 30 qui coûtent assez cher. Si on doit avoir un psychologue, je suppose que dans le cas d'un traitement, il ne faut pas juste une séance, c'est un suivi. Oui. Ça coûte extrêmement cher. Comment est-ce qu'on fait? Alors, la psychologue, peut-être qu'il faut une politique, que l'État fasse quelque chose, j'en sais rien, mais... Oui, il faudrait des subventions. Est-ce que les politiques reconnaissent le statut des psychologues en Côte d'Ivoire? Ça commence par là? Non. Ah. Pour le moment, non. Le psychologue, il peut intervenir, soit dans le privé ou même dans le public, mais il n'est pas reconnu comme étant fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. Voilà. Donc, effectivement, ça peut être compliqué. Il arrive des cas où des projets subventionnent les consultations en psychologie et tout, mais après, il faut frapper à la bonne porte parce que si on n'est pas affilié à des ONG où on n'a pas eu la bonne information et qu'on commence une thérapie, par manque de moyens, on ne peut pas terminer. Finalement, on n'aurait pas fait grand-chose. Ouais. Vous parlez d'ONG et ça me... ça me... Enfin, quand je préparais l'émission dans mes recherches, je voulais absolument qu'il y ait sur le plateau un représentant d'une ONG ou je sais pas moi, d'une association qui aide ou qui accompagne, qui fait de la prévention. J'en ai pas trouvé. Ça montre à quel point... Est-ce que vous en connaissez? Non, pas dans le cas spécifique de la prise en charge. Voilà. C'est dans ça qu'est cherché. Non. Parce qu'il existe plein d'ONG qui font beaucoup d'accompagnement, etc. Mais spécifiquement pour le suicide, ça n'existe pas. Ah. Et pourtant, il y en a pour le sida, il y en a pour la prévention des grossesses à risque en milieu scolaire, etc. Pourtant, le suicide, je pense qu'il fait plus de dégâts qu'une grossesse en milieu scolaire. Bien sûr. En fait, c'est la santé mentale qui est relayée au second plan en Afrique. C'est ça.
exactement. Ouais. Malheureusement. Combien coûte une séance chez un psychologue? C'était d'ailleurs ma question, la fourchette de prix. Alors, comme c'est une spécialité, c'est à partir de 17 500. C'est un prix qui est normal. Oui, c'est comme à l'hôpital? Exactement. Sans Non, sans assurance. C'est le prix d'une consultation normale. Mais la difficulté chez le psychologue, c'est que tu ne pars pas en une seule séance. On te dit, voilà ce qu'on a observé, voilà le diagnostic qu'on pose. Donc, c'est plusieurs séances. Et si on doit faire 3 à 4 séances avant de poser un diagnostic, c'est sûr que les gens... Est-ce qu'il y a des cas qui nécessitent la prise de médicaments? Oui, oui. Dans le cas de la dépression, par exemple, c'est le psychiatre qui intervient parce que le psychologue, il ne prescrit pas de médicaments. Voilà, donc c'est le psychiatre qui va intervenir à ce niveau-là pour donner des médicaments pour prendre en charge la dépression. Après, quand on a des maladies qui touchent l'humeur, on va avoir des médicaments qui vont réguler l'humeur de cette personne. Et si on a quelqu'un qui est, voilà, par exemple, agité, on va donner des médicaments pour pouvoir calmer cette personne. Mais comme vous avez parlé du montant de la consultation. Est-ce que c'est un montant qui est propre à tous les psychologues à Abidjan ou c'est au cas par cas, où chaque psychologue a le droit de donner ses tarifs? Alors, je ne saurais répondre, mais les prix ont été, les tarifs ont été homologués. Donc, comme j'ai dit, c'est minimum 17 500. Après, c'est comme quand on va voir peut-être un gynécologue. S'il est dans une clinique et que la clinique dit pour ce gynécologue, la consultation est à 25 000, ça, c'est la clinique qui décide. Mais sinon, le minimum, c'est ça. Alors, je ne sais pas si tu avais posé la question, mais est-ce que c'est pris en charge par les assurances? Non, c'est pas pris en charge. Malheureusement. Et il faut qu'on se batte pour que ce soit le cas parce qu'il faut rendre la santé mentale accessible à tout le monde. On y travaille. Mais parlons de sensibilisation, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Parlons de sensibilisation. Est-ce que vous ne pensez pas que les chefs religieux, parce que la Côte d'Ivoire aussi est un pays très religieux, il y a l'islam et le christianisme, est-ce qu'il ne faut pas que ces personnes-là aussi insistent dans leurs sermons, dans les églises, dans les mosquées, qu'eux aussi parlent un peu du suicide, du taux et tout ça, ça peut aider parce que puisqu'on écoute généralement les guides religieux, tu vois. Oui, effectivement. Et pour ça, il faudrait qu'on puisse travailler ensemble, les psychologues et tous les acteurs de la santé mentale, même, je dirais, pour qu'ils comprennent aussi qu'on ne vient pas... nous ne sommes pas adversaires, mais on travaille pour la même chose. C'est le bien-être des personnes. Donc, c'est d'accorder nos violons, comme on dit, pour que notre discours ne soit pas contradictoire, pour qu'on puisse aider ces personnes. Parce que j'avoue qu'il y a beaucoup de contradictions entre la science et la religion. Et la religion, oui. Quand tu te documentes, tu te sens, je parle de moi, tu te sens parfois perdu parce que quand tu lis des trucs de science et que tu te réfères à ta religion, tu te demandes, est-ce que je dois continuer même à lire? Effectivement. Vrai, parce qu'il y a beaucoup de contradictions. Et toutes les religions condamnent le suicide. Oui, absolument. Donc, c'est paradoxal en même temps parce que normalement, puisqu'on est dans un pays au moins religieux, je vais dire, on ne devait pas se suicider. Puisqu'on sait qu'on ira en enfer. C'est ce que les religions disent. On ne devait pas le faire. Mais si on arrive à le faire, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un grand problème de déséquilibre et vraiment de fragilité psychologique. Et que... Enfin, c'est simplement triste. C'est triste. Est-ce que on est à la fin de cet entretien. Est-ce que vous avez un dernier mot sur les sensibilisations ou sur les aides qu'on peut apporter aux personnes? Alors, c'est de ne pas avoir peur de venir voir un spécialiste, un psychologue, un psychiatre. C'est vrai que le psychologue, il n'est pas fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire, mais on a des psychiatres qui sont, eux, reconnus par l'État de Côte d'Ivoire parce qu'à la base, ils sont médecins. Donc, ils peuvent aider, ils peuvent beaucoup aider et ils font aussi beaucoup de thérapie. Donc, même si on n'a pas accès à un psychologue, les psychiatres, ça existe. Donc, il ne faut pas rester chez soi et se laisser mourir. Quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut tout de suite aller voir, demander de l'aide, en fait. Il faut tout de suite. Il faut que les personnes autour de nous soient réceptives. Il ne faut pas qu'on nous jette à la figure, tu es faible et tout. Même si les personnes ne sont pas réceptives, courez voir un spécialiste, il ne va pas vous chasser. C'est vous qui souffrez, je veux dire, si on ne vous écoute pas et qu'il y a une porte où vous pouvez aller, où on va vous écouter, il faut y aller. Merci beaucoup, Carole. C'était un plaisir de vous avoir. Merci à vous. L'émission continue, vous ne partez pas. On se retrouve après une petite page de pub.
Toujours sur le plateau des femmes d'ici. Et maintenant, nous allons aller en télémédecine où M. Yaya Mboua a créé depuis 2019 une application appelée ZenC, grâce à laquelle on n'a plus besoin de se déplacer pour aller à l'hôpital. Oui, on peut maintenant consulter des médecins en ligne juste avec son téléphone portable. C'est dans le miroir 2, Yaya Mboua, tout de suite. Yaya Mboua est à la tête de ZenC, une start-up spécialisée dans la télémédecine. Créée en 2019, la jeune entreprise a mis en place une application de téléconseil médical permettant d'obtenir une consultation avec des professionnels de la santé de Côte d'Ivoire à partir d'un smartphone. La genèse de cette idée, une expérience personnelle douloureuse. J'ai eu en fait des incidents personnels qui m'ont poussé en fait à réfléchir sur une solution à ce problème d'accès aux soins de santé. Déjà, il y a l'incident du décès de ma mère qui aurait pu être sauvée parce qu'elle est décédée d'un AVC dans un hôpital où il n'y avait pas de cardiologue. Et puis en fait, c'est sur le chemin vers un hôpital où elle pouvait rencontrer un spécialiste qu'elle a succombé. Et donc, je me suis imaginé que voilà, s'il y avait en fait une solution de télémédecine qui aurait permis qu'elle soit prise en charge par un spécialiste à temps, elle aurait pu rester en vie. L'objectif, offrir ou simplifier l'accès aux soins de santé de qualité aux populations. C'est une application que vous avez sur votre smartphone et à partir de laquelle vous pouvez avoir accès à des médecins au besoin. Et vous pouvez donc avoir des consultations avec ce médecin à distance à partir de chez vous ou de vos lieux de travail sans vous déplacer. Vous savez, il y a toujours un problème quand on a un souci de santé, de savoir à qui s'adresser, ou alors les spécialistes, ils ne sont pas toujours accessibles. Des fois, il faut attendre des semaines pour en rencontrer. Donc, ce que nous avons pensé, c'est qu'il fallait simplifier ce processus et ramener en fait un réseau de médecins et de spécialistes autour de cette plateforme et les mettre à la disposition de la population. ZenC est composé d'une équipe de 5 personnes et compte un millier d'utilisateurs. Et qu'en est-il du coût comparé aux services de santé habituels? Et c'est moins cher. C'est moins cher, pourquoi? Parce que voilà, bon, il y a les frais de transport pour se rendre en clinique dont on ne doit plus s'inquiéter. Et puis, il y a aussi le fait que les consultations, en général, sont moins chères sur la plateforme que quand on se rend en clinique. Voilà, donc on gagne en temps et en confort puisqu'on reste chez soi. Et aussi, on économise puisque ça coûte moins cher que de se rendre en clinique. En partenariat avec l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire, le choix des professionnels de santé mis à la disposition des patients demeure déterminant selon Yaya. Petite démonstration du fonctionnement de cette application innovante. On va répondre à une série de questions en fonction de sa situation de santé. Voilà, dans la vérification, c'est pour moi-même. On détermine son sexe, ensuite son âge, et à la prochaine étape, on nous demande de définir certaines conditions médicales existantes qu'on a. On dit je suis en surpoids ou non, je dis non, je ne fume pas, je n'ai pas eu de blessure récemment, mon taux de cholestérol il n'est pas élevé, hypertension je ne sais pas, et je continue. Donc c'est en fait un interrogatoire qui ressemble à un échange normal avec un médecin. Après le questionnaire, un rendez-vous virtuel est pris avec un médecin pour une consultation à distance via appel vidéo. Le praticien délivre ensuite une ordonnance au patient que celui-ci pourra imprimer et présenter dans une pharmacie pour l'achat des médicaments. Si l'application est uniquement disponible sur smartphone pour le moment, Yaya et son équipe travaillent à rendre accessible le service ZenC à tout le monde, même ceux qui ne détiennent pas de téléphone intelligent. Bonjour Yaya. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Bienvenue. C'est vraiment impressionnant, c'est très innovant comme application. Félicitations. Merci beaucoup. Déjà, merci pour l'invitation. Non, pas de quoi. Comment est-ce que ça a été accueilli quand vous êtes venu en Côte d'Ivoire et que vous avez voulu créer une application comme ça? Bon, déjà, disons que c'est nouveau, donc beaucoup de gens sont sceptiques quand ils apprennent que voilà, il est possible d'avoir une consultation à distance avec un médecin, puisqu'ils sont habitués en fait à aller en présentiel, se faire toucher par le médecin pour faire un examen physique. Donc beaucoup de gens s'imaginaient, ok, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est une arnaque? Surtout que voilà, sur l'application, pour prendre un rendez-vous, il faut effectuer un paiement par mobile money. Donc certaines personnes étaient sceptiques à tout ce processus, mais avec évidemment la Covid-19,
D'ailleurs, c'est un phénomène qu'on a observé partout dans le monde. Hein. Les gens se sont sentis obligés, en confinement, de continuer à se faire prendre en charge, ou à se faire suivre par des médecins. Donc, quelque part, certaines personnes se sont senties obligées de le faire. Et quand ils l'ont fait, voilà, ils ont découvert en fait que c'est vrai, ça marche. Voilà, que c'est vrai que ça marche. Alors, est-ce que vraiment ça remplace la présence d'un médecin? Parce que souvent, le médecin, il doit palper, il doit toucher pour savoir. Est-ce que vraiment ça vient pour remplacer ou c'est juste un appui? C'est effectivement un appui. Bon, évidemment, on ne peut pas avoir une consultation physique à travers un téléphone. Donc, il y a des situations qui ne nécessitent pas que le patient se rende en présentiel. Je ne sais pas si vous êtes arrivé de vous rendre à l'hôpital, disons, vous bravez 1 heure, 2 heures d'embouteillage. Vous attendez peut-être 1 heure en salle d'attente. Et juste pour rencontrer un médecin pendant 5 minutes, qui vous dit, voilà, vous n'avez rien de grave, on vous fait une ordonnance et puis, bon, c'est OK. Si. Alors qu'en fait, vous aurez pu rester à la maison et avoir le même échange avec le médecin en 10-15 minutes. D'accord. Ouais, donc, en fait, ça complémente les consultations conventionnelles, dans ce sens qu'avec un médecin, dans cet échange initial, le médecin peut déterminer si oui ou non vous devez vous rendre en clinique. D'accord. Voilà, si votre situation nécessite que vous veniez en clinique, en présentiel, il pourra faire la détermination. Et c'est aussi utile pour les visites de suivi. Donc, après avoir rencontré le médecin en clinique, vous pouvez, voilà, de temps en temps, obtenir une consultation de suivi avec le médecin sans vous déplacer aussi. Et comment se fait le choix? Quels sont vos critères de sélection des médecins? Est-ce que vous avez une base de données de médecins qui sont déjà disponibles ou par exemple, comme vous avez dit tout à l'heure, je vais en consultation, j'ai mon médecin à moi et s'il n'est pas sur l'application, comment est-ce qu'on fait le suivi après? Oui, c'est vrai. Bon, pour l'instant, ce que nous faisons, c'est que nous avons recruté un certain nombre de médecins. Dans un premier temps, on a ciblé les médecins qui sont spécialistes dans les maladies chroniques. D'accord. Pourquoi les maladies chroniques? Parce que nous pensons que c'est des personnes qui ont le plus besoin ils ont un besoin récurrent de prise en charge par les médecins. Donc, on commence par là. Donc, nous avons, parce qu'en fait, les gens ont beaucoup de difficultés à trouver ces spécialistes généralement. Alors, ils doivent attendre longtemps pour en trouver. Donc, ce que nous faisons, c'est nous amenons ces médecins autour de cette plateforme pour faciliter l'accès pour la population. Est-ce qu'ils sont disponibles 24 heures sur 24 en cas d'urgence? C'est ça aussi, ouais. En fait, puisque chaque médecin détermine sa disponibilité, il se pourrait que voilà, on ait une couverture 24 heures sur 24, mais ce n'est pas garanti. Voilà, en fait, chaque médecin détermine sa disponibilité et puis le patient arrive. En fonction de sa disponibilité, il pourra faire le choix du médecin et puis de la plage de temps. Donc, c'est un peu délicat. En fait. Vous pouvez prendre rendez-vous aussi sur l'application. Effectivement. Et vous avez dit que les prix sont un peu moins élevés. Ça peut s'élever à combien le prix? Oui, en fait, le prix que nous avons actuellement, c'est 6 500 francs. La consultation? Oui. Ah, c'est bien. Voilà, donc, bon, surtout parce que nous pensons que les gens seront un peu sceptiques. Alors, il faut leur donner l'occasion, il faut leur faciliter la tâche. Réduire en fait, voilà. Vous allez augmenter après. On va être beaucoup là-bas, là. Vous allez partir augmenter. Hein. Vous n'allez pas augmenter. Disons que voilà, on risque de ne pas augmenter si le volume est suffisamment important pour couvrir les charges. D'accord. Et c'est seulement des médecins en Côte d'Ivoire? Oui, pour l'instant, c'est les médecins en Côte d'Ivoire. Comme je disais, des spécialistes et tout. Mais nous commençons en Côte d'Ivoire, mais nous avons l'intention d'aller dans d'autres pays africains aussi. Donc, notre vision, c'est qu'on ait une plateforme, disons, une clinique virtuelle pour l'Afrique. C'est-à-dire, en fait, que voilà, un patient en Côte d'Ivoire pourrait, si les textes le permettent, pourrait se faire consulter par un médecin au Sénégal ou au Cameroun ou en France. Donc, on veut ouvrir, en fait, l'accès aux médecins partout dans le monde. Parce que déjà, il y a une pénurie de médecins. Oui. Et il faudrait qu'on amène les médecins où qu'ils soient autour de cette plateforme pour les mettre à la disposition de la population. Est-ce que vous ne rencontrez pas des problèmes de connexion parfois pendant un échange, pendant une consultation? Bon, disons que nous ciblons essentiellement les villes. Hein. Donc, vous savez qu'à Abidjan, par exemple, bon, les connexions 3G, 4G sont de très, très bonne qualité. D'accord. Pour l'instant, les consultations qui se sont déroulées sur la plateforme se sont déroulées sans aucun problème. Oui. J'ai vu que les médecins peuvent donner une ordonnance qu'on imprime. Effectivement. Est-ce qu'il y a un cachet? Parce que maintenant, on ne peut pas aller en pharmacie, on ne peut pas prendre des médicaments sans vraiment le cachet du médecin et tout. Il y a tout ça qui va En fait, pas de cachet, mais on a une signature électronique du médecin.
qui est apposée sur l'ordonnance électronique. OK. Avec l'arrangement que nous avons eu avec le ministère de la Santé, les hôpitaux sont disposés à accepter ce type d'ordonnance aussi. Et est-ce que si un assuré utilise cette application, il a aussi une réduction? Est-ce que les assurances prennent en charge ce type de consultation aussi? Bon, disons que pour les assurés, la possibilité que nous avons pour eux, c'est déjà de payer sur la plateforme et de se faire rembourser par l'assurance. Parce qu'il n'y a pas encore d'arrangement formel avec les assureurs et c'est vraiment compliqué d'intégrer les systèmes et puis pour tenir compte du ticket modérateur et tout. Oui. Voilà. Et jusqu'aujourd'hui, vous êtes à combien d'utilisateurs? Nous sommes à 2000 utilisateurs aujourd'hui. Ivoiriens? Ivoiriens, oui. Très bien. Ivoiriens. Et l'application, c'est à la fois pour Android et pour iOS ou c'est juste Android? Pour l'instant, c'est juste Android. Bon, pour la simple raison que... C'est un peu discriminatoire. C'est nous, les Samsung, là. Bon, c'est Android. évolutif. Android, yes. C'est évolutif. Disons que plus de 90% de la population utilise des téléphones Android. Donc, c'est pour ça que nous avons priorisé cette plateforme. Mais à terme, nous allons... On dit que ce n'est pas facile aussi de faire faire valider une application par iOS. Ils sont un peu compliqués en termes de procédure. D'accord. Ouais. L'application est déjà lancée, tout le monde est informé ou vous n'avez pas encore fait le lancement? Bon, le lancement, il est, disons, soft, parce que nous avons commencé une campagne sur Facebook et depuis quelques jours d'ailleurs, nous avons pas mal d'enregistrements. Donc, en 2 jours, nous avons eu environ 500 patients qui se sont enregistrés et les consultations sont en cours également. D'accord. Donc, on n'a pas fait un lancement grandeur nature, voilà, mais bon, juste des petits tests. Où nous recrutons des patients en fonction de certaines pathologies. Par exemple, la semaine dernière, nous avons fait un lancement pour des gens qui ont des problèmes cardiovasculaires, l'hypertension artérielle. Cette semaine, c'est l'hépatite. Et ça nous permet en fait de voir quelles sont les pathologies, les maladies qui sont les plus dans le besoin. D'accord. On n'a plus beaucoup de temps. Yaya, quelles sont les spécialités qu'on peut retrouver sur l'application? Voilà, dans les spécialités, c'est les cardiologues, les diabétologues, des gastro-entérologues pour l'hépatite. Nous avons également des gynécologues, pédiatres aussi. Voilà. Dermato? Dermato, pas encore. D'accord. Voilà, donc en fait, nous sommes en... Et des généralistes, je suppose? Évidemment, nous avons des généralistes. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Yaya Mboua. C'était un plaisir d'être avec vous. Merci pour l'invitation. On vous souhaite bonne continuation et c'est sûr que nous tous, on va s'abonner à cette nouvelle application. Absolument. Parce que franchement, on n'a pas le temps d'aller à l'hôpital. On se sent mal, mais on n'a pas le temps d'aller à l'hôpital. Ouais. On se retrouve tout de suite après une petite page de pub. À tout de suite. De retour sur le plateau des Femmes d'ici, c'est la dernière partie de notre émission et on va changer complètement de registre. Oui, tout à fait. Je vais passer la parole à Didia qui va nous parler de l'actualité dans la chronique Ce qu'on retient. Tout de suite. Alors aujourd'hui, les filles, on va marquer un petit arrêt sur l'une d'entre nous, qui n'est pas là aujourd'hui, Ami Kwame, avec son événement Superwoman by Ayana. Je vous laisse regarder quelques petites images et puis ensuite on en parle. D'accord. L'idée de cet événement part du fait que les femmes ont besoin d'accompagnement, pas parce qu'elles sont dépendantes, mais parce qu'elles ont besoin de se rassurer, elles ont besoin d'avoir encore plus confiance en elles et partager des histoires de femmes, leur donner des skills, comme on dit, pour leur permettre d'avancer dans leur quotidien, d'évoluer. Ça paraissait important pour Ayana. L'intervention que j'ai eue a porté sur l'organisation dans le cadre de la performance. Comment s'organiser pour être performant. On a tellement de femmes qui ont détruit leur couple parce qu'elles n'ont pas su faire la part des choses que c'est important pour nous d'accepter d'être des femmes, mais aussi d'accepter d'être des entrepreneurs et d'accepter simplement de porter plusieurs rôles si on réussit à les organiser pour pouvoir être performantes dans tous les domaines de nos vies, familiales, sociales, personnelles et professionnelles.
Donc voilà, moi je suis très très fière de Amy, franchement, ça fait 9 ans qu'elle initie chaque année au mois de mars Superwoman pour permettre à des femmes qui ont réussi dans leur domaine respectif, dans leur spécialité, de venir partager leur expérience et de motiver les plus jeunes, de donner des tips, même parfois pas aux plus jeunes, parfois même à des femmes comme elle qui se cherchent, comme tout à l'heure. Et en plus, j'y étais. J'y étais hier, je précise, c'était génial. Oui, et c'était jeudi dernier. On la voit se démener tous les jours. Franchement, force à toi et bonne continuation. On est très, très fiers. Très fiers de toi, Amy. Et merci de continuer à inspirer les femmes. Merci de nous inspirer. Merci de faire ce que tu fais. Et puis, bon vent. Bon vent. Voilà. Alors, on va passer à la partie où nous donnons nos points de vue sur le sujet du moment ou ancien. C'est dans le Ça crush ou ça clash, tout de suite. Alors, moi, j'ai un crush aujourd'hui sur une série que j'ai regardée sur Netflix qui s'appelle Mon amie Adèle. C'est une mini-série, on va dire qu'elle a peut-être 5 ou 6 épisodes. C'est ça, Behind Her Eyes. En fait, c'est vrai qu'en français, c'est Mon amie Adèle. J'ai pas vu en français, ouais. Et en fait, tu as vu? J'ai vu le film, la série, je regarde ça en ce moment. Moi, je suis en train de la regarder. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore vu, c'est l'histoire... Ne spoil pas trop, s'il te plaît. Non, je ne spoil pas, j'explique un petit peu au moins. D'accord. C'est l'histoire d'une jeune dame célibataire, une mère célibataire, qui décide de sortir un soir avec sa copine. Et malheureusement, sa copine la plante. Donc du coup, elle se retrouve à boire un verre toute seule. Et bien sûr, comme d'habitude, elle va faire la rencontre d'un monsieur. Ils vont papoter, ils vont discuter. À la sortie, ils vont s'embrasser, mais rien ne va se passer. Bref, le lendemain, elle arrive au travail. Sa collègue lui dit « T'as vu le nouveau patron qui est là ?» Bah alors, non, je ne l'ai pas vu. Elle jette un coup d'œil. Ah, comme par hasard, c'est le patron qui est là. Bim, c'est le patron qui est là. Alors, le premier jour, elle se cache, elle ne l'a pas vu. Le deuxième jour, elle était obligée quand même de le voir. Donc, ils se sont confondus en excuses tous les deux. Mais on sait qu'on a senti quand même une certaine alchimie entre les deux. Mais bon, on va dire que rien ne va se passer pendant un certain temps. Entre-temps, le médecin, enfin le monsieur en question, qui est un psychiatre, a une femme assez particulière. Lui-même, il est assez particulier, je dois dire. Il contrôle sa femme, il n'a pas le droit de sortir, elle a juste le droit juste d'aller au sport, etc., etc., etc. Et un jour, la dame en question, la mère célibataire, va, en raccompagnant son fils à l'école, donc elle va croiser le chemin de la dame sans faire exprès, elle va la bousculer, elle va la faire tomber. Et la dame, qui s'appelle Adèle, justement la femme du monsieur, va se lier d'amitié avec la secrétaire en question. Et ce qui va se passer, c'est que en fait, ça va devenir un jeu assez sournois parce que la dame, la mère célibataire, va tomber amoureuse du mari. Et elle va aussi être... Et bien sûr, ils vont sortir ensemble, hein, mais elle sera en même temps l'amante du gars, mais aussi la meilleure amie de la femme. Je ne dis plus rien. Tout dit. Non. Aurélie, je n'ai rien dit parce que si... C'est une série, vous ne pouvez jamais imaginer que la fin, là, ça va être ça. Attends, c'est combien d'épisodes? C'est quoi, c'est 5 ou 6 épisodes? Moi, je suis au 3e épisode, mais j'ai pas encore vu. S'il vous plaît, je ne dis rien. La fin, là. Peut-être que on va revenir, on va en reparler. C'est pas vrai. Un truc de dingue. Il faut que je regarde scénario, ça. Le scénariste ou le réalisateur, il est fou. C'est les gens comme ça, il me faut pour travailler avec moi. Mon amie Adèle, et c'est Behind the Scene en anglais, et c'est un gros crush. Mais à la fin... Moi, je vais mettre ça. Tu n'as pas encore vu, attends. Je n'ai pas encore vu, mais il y a plein de personnes... En fait, moi, j'ai un petit problème avec les films ou les séries qui suscitent beaucoup d'engouement d'un coup. Parfois, je suis très souvent déçue. Donc, je ne vais pas me prononcer aujourd'hui. Je mets un bof et puis on en reparle. Moi, je mets un cœur parce que j'ai déjà commencé. Ça me plaît. La seule chose qui me dérange, c'est le jeu de la fille. La fille, elle joue pas très bien. La mère célibataire, là, franchement, elle est tombée dans un engrenage. Elle joue pas très bien. Ah, c'est le jeu d'actrice. Ah bon, moi, bizarrement, j'ai bien aimé. Moi, ça me dit pas. Bon, les cinéastes woman, j'adore le film jusque-là et je dors avec ça chaque soir. On en parlera. Alors, moi, j'ai un clash. Franchement, la clasheuse. Tu aimes les clashs Non, mais franchement, il y a trop de choses qui se passent. Il faut qu'on en parle. Qu'est-ce qui se passe? J'en avais parlé une première fois, mais j'en reparle encore. Les vidéos de vos ébats sexuels que vous mettez sur Facebook, là. Pardon.
Arrêtez. Mais c'est pas comment il y a parlé pour que les gens comprennent. C'est tellement... Et puis, tous les jours, il y a de nouvelles vidéos. Là, encore, depuis la semaine passée, il y a de nouvelles vidéos qui sont sorties où des filles se filment en train de faire l'amour dans des ébats. Et puis, on met sur Internet. Et des filles qui sont identifiables. Sur Facebook. Des filles qui sont identifiables. C'est pas comme si c'est des gens qui sont ailleurs. C'est-à-dire, tu vois le visage de la fille, tu tapes son nom. Et pour elle, c'est bien. J'ai l'impression que les gens ne savent pas que la vie, là... De toute façon, vous voyez la vie aujourd'hui, c'est pas comme ça la vie est. Hein. La vie est très longue. En tout cas. Demain, là, vous ne savez pas où vous allez partir. Vous ne savez pas qui vous serez. Merci, et puis, même si vous n'êtes même pas, vous n'avez pas d'ambition politique ou bien d'ambition dans l'administration, mais d'ambition pour avoir des hauts postes de responsabilité. Je sais que vous pourrez en avoir, mais comme pour l'instant, vous pensez que vous n'en aurez pas là. Il faut même penser même à te marier. Imagine demain, tu rencontres un monsieur, il veut t'épouser, il est bien, il est gentil. Voilà tes vidéos qui sont partout sur Internet. Comment le monsieur va vouloir se marier avec toi? Non, mais c'est vrai, il faut faire attention. Ouais. Les filles, là, elles en font, les universitaires, dans les écoles. Pardon. Kadi Touré dit que, pardon, arrêtez. Moi, j'en ai juste marre, en fait. Mais oui, même si vous faites, des positions hélicoptères, parce que ce qui est sorti la fois dernière, là, c'est parce qu'une fille se croit tellement douée au lit qu'elle allait filmer pour mettre sur Internet. C'est-à-dire, même si vous faites les positions hélicoptères, là, c'est un problème. Laissez ça dans la chambre, vous et puis le pilote, là. Laissez ça dans la chambre, là-bas. Sur Internet, là, on n'a pas besoin de voir ça, s'il vous plaît. Vraiment. Et le pire, c'est que... le pire aussi, c'est qu'il y a des enfants qui s'y mettent. C'est ça. Oui. Des enfants. Des enfants. Ils n'ont même pas 10 ans. J'ai juste vu le début, j'ai coupé. C'est incroyable. Il faut vraiment... Ça change. À toi. Moi, j'ai un crush, pour finir, en beauté, parce que franchement... En tout cas, c'est une jeune Nigériane de 15 ans qui s'appelle Faith Odunsi. Elle a remporté un concours de mathématiques qui a rassemblé des élèves et étudiants des États-Unis, de l'Europe, de l'Australie, de l'Asie. Et c'est cette jeune fille-là qui a... Je suis tellement fière. On dirait que c'est ma petite sœur. Je suis trop contente. Elle a remporté ce prix-là et dans son propos, elle a dit qu'elle aimerait poursuivre ses études à l'étranger. Non pas parce qu'elle n'aime pas le Nigeria, mais simplement parce qu'elle pense qu'elle aura plus d'opportunités là-bas. C'est ça, effectivement. Alors, 2 choses m'interpellent, moi. C'est déjà le fait que ce soit une fille et on parle de mathématiques. Bien sûr. Voilà. On ne parle pas de Miss, on ne parle pas de body, on parle de mind. Bien. Donc, c'est ça. Et la deuxième chose, c'est les opportunités. C'est vrai qu'en Afrique, on a de grands talents, mais qui ne s'expriment pas assez parce qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'accompagnement. Et c'est une jeune fille qui émet le désir d'aller ailleurs parce qu'elle sait de quoi elle est capable. Elle connaît son potentiel. Et elle sait qu'elle ne va pas aller très, très loin si elle reste en Afrique et si elle reste au Nigeria. Ouais. Donc, moi, c'est vraiment un big crush pour cette jeune fille-là. Je suis trop fan. Les enfants sur Facebook devraient prendre l'exemple. Absolument. Absolument. Il s'agit de ça et pas de faire les cochonneries pour... Je te dis, pour attirer quelle attention en plus. Vraiment. Bon alors les filles, c'est la fin de l'émission. Hein. Oui. C'était très bien pour un lundi. Hein. Alors, merci de nous avoir suivis. Vous savez, on est toujours en live sur la page Facebook tous les jours à 13h. Donc, si vous n'êtes pas devant votre écran téléviseur, c'est pas grave. Vous avez un smartphone. Vous pouvez suivre l'émission sur la page NCI. D'accord? À demain. À demain.